quand je suis arrivé, j'étais déjà en retard. J'étais nul, je parlais pas français, je savais même pas que ça existait des blancs. Et là, j'ai commencé à faire mes premières cassettes. Quand on vendait main à main, on a commencé à vendre des t-shirts. Donc quand j'ai pris mon premier groupe de rap, il y en a un ou deux qui est sorti du lot. Et les gens me disaient, mais pourquoi tu prends tout ça là? C'est trop cher. Tu vas perdre trop d'argent. Prends juste un. Mais moi, j'avais une autre vision en disant, non, il faut qu'on reste soudés ensemble. Et on va réussir. En vérité, dans ma tête, je me dis, je serai jamais riche si les gens autour de moi, mes proches, ils sont pas riches. J'ai découvert la section d'assaut avec l'album Apogée. Moi, je veux savoir quand est-ce qu'ils reviennent. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, on accueille chaleureusement et comme il se doit notre cher Dawala, à savoir, Badjiri Diakité, à savoir Dawala. C'est un plaisir de t'avoir, Dawala. Voilà, donc on est très 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 heureux de t'avoir aujourd'hui. Alors, bienvenue à toi. Merci, c'est moi. Je suis honoré. Mais en tout cas, je tiens à dire, c'est-à-dire que vraiment, là, je fais un peu, je témoigne. Tu fais partie de ces personnalités, on sait que tu es très occupé, mais quand on a besoin de toi, lorsqu'on t'appelle pour parler à des entrepreneurs, tu réponds toujours présent. En tout cas, quand tu es en France, tu réponds toujours présent. Et ça, je peux témoigner, vraiment ça, on peut l'applaudir pour ça, parce que c'est pas tout le monde et c'est pas beaucoup d'entrepreneurs qui font ce qu'il fait et qui est disponible pour la relève, entre guillemets. Alors, on a plein de questions à te poser. Bien sûr, événement interactif, donc la deuxième partie de l'événement, et bien tu auras le plaisir de répondre à des questions des spectateurs ici présents. Ici, c'est Repat Africa, donc ici, on parle Afrique, très, très, très important pour nous. Alors, Badjiri Diakité, Dawala, donc nous, on va commencer par le début. Donc, entrepreneur, multi-entrepreneur, aussi bien en France que sur le continent africain, et ça, c'est très important pour toi. Alors, Watibé, Dawala, forcément, c'est le lien, c'est la production musicale, c'est le sport, et tu tiens au sport, c'est les vêtements, c'est l'habillement, c'est le consulting, l'accompagnement aussi des professionnels du sport, et j'insiste, c'est aussi le sponsoring des équipes féminines de foot, ça c'est important de le dire, parce que oui, on est un peu féministe ici aussi, et plein d'autres choses, c'est-à-dire qu'aussi c'est un centre de formation aussi à Bamako, donc c'est plein de choses, et c'est aussi même le cinéma. La pièce, il faut savoir que le film La Pièce que Dawala a produit, c'est le premier film qui a été repris par Sony Pictures. Sony Pictures des États-Unis, exactement. C'est le premier film français que Sony Pictures America a accompagné. On a eu la chance on peut applaudir franchement d'être suivi. Voilà. Donc c'est quand même énormément de casquettes. On va commencer par le début. Est-ce que tu étais destiné à cette belle vie? Je sais que tu étais né en France et ensuite aller-retour au pays. Tout à fait. Non, moi je suis né en France de parents maliens. Et l'inverse des gens qui devaient venir ici, moi je suis retourné au pays parce que peut-être mon père il avait un peu de difficultés et donc je suis resté avec la grand-mère au village. Et je pense que ça, tout le long de mon parcours, ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai eu une culture où elle n'est pas celle de mes frères qui sont ici avec qui j'ai grandi. Donc quand je suis venu avec beaucoup d'idées et grâce à ma double culture, je pense que j'ai dû surmonter. Et j'ai surmonté beaucoup de problèmes par rapport à toutes les structures que j'ai eues. Et c'est vrai que la musique, je suis tombé dedans, mais la musique, j'étais pas destiné, en sachant que moi, mes parents, on est musulmans, donc c'est nous et la musique, c'est beaucoup, il y a beaucoup de tabous. Et c'est le foot, en fait. Pourquoi le sport? Parce que le sport, aujourd'hui, c'est important pour la jeunesse. Et ça m'a aidé, moi, stratégiquement. Le sport m'a appris que quand on avait envie, on pouvait réussir. Surtout le foot, c'est un sport d'équipe. Donc des fois, c'est pas un sport individuel. Et la différence entre un sport individuel et un sport collectif, c'est que le sport individuel, c'est ton caractère, c'est ce que toi, tu vas donner. Et parfois, quand tu es en groupe, des fois, il y en a qui ont des caractères, c'est des suiveurs. Et dans des clubs de foot, quand il y a un bon état d'esprit, il y a un développement. Ça t'apprend qu'en étant unis, en jouant contre des gens qui sont plus forts que toi, tu peux gagner. Ça t'aide à rentrer dans la vie active. Et je pense que moi, le foot, ça m'a pratiquement tout donné, avec mes parents, bien sûr, parce que mon père, c'était l'un des premiers Maliens qui est venu ici en France.
Donc, vous savez comment ça se passe au village. Ils cotisent pour que le plus grand il arrive. Quand il arrive, il commence à travailler. Il envoie pour que le deuxième cousin arrive. Quand le deuxième cousin arrive à la maison, on lui trouve une femme. Donc, il se trouve à Bondy. Après, ça revient. C'est pour ça qu'on est nombreux, nous, les Maliens. Il se trouve à Évry. Et il se trouve et tout ça. Et moi, la chance que j'ai eue, c'est que nous, on habitait dans le 18e. C'était une pièce. Donc, on était sur des lits superposés. Et moi, mes parents, dans tous les couples, il y a beaucoup de problèmes et tout ça. Et moi, j'étais là, je regardais mon père et je voyais qu'il était en problème avec la mère. Et je me dis, lui, au lieu de régler ses problèmes, il règle les problèmes des autres. Et quand il arrive, il y a des problèmes. Et donc, je pense que ça m'a beaucoup aidé. C'est comme les ressources humaines, en fait. Tu t'en rends pas compte, mais en vérité, c'est ça, l'humain. Et donc, comme moi, j'ai travaillé dans la musique, avec le sport, beaucoup avec les humains, je pense que cette facilité-là, ces problèmes-là, ça m'a beaucoup aidé. Par rapport à mon père et ma mère, c'était le marché, elles vendaient, c'était les calculs. Et voilà. Et moi, quand même, finalement, tu as eu des parents qui t'ont ouvert la voie, qui t'ont montré un petit peu. Tu parles de ressources humaines, ton père accompagnait donc les gens à régler ces problèmes, donc un peu dans la négo, un peu dans la médiation. Toi, pareil, ta mère, beaucoup dans les calculs, qui comptait, qui faisait du business, entre guillemets. Et finalement, toi, tu regardes tout ça. En plus, tu as cette double culture avec le continent africain. Tu arrives. Mais comme tu as dit, tu n'étais pas destiné à la musique. Toi, peut-être le foot, c'était quelque chose qui t'intéressait plus. Mais finalement, comment ça se passe? C'est-à-dire que Daouala, qui est sur son lit superposé, à Daouala aujourd'hui, qui a changé le visage du rap français en France et qui l'a popularisé. Il y a quelque chose. Explique-nous qu'est-ce qui s'est passé entre les deux. Moi, quand je suis arrivé, mon histoire, c'est quand je suis arrivé, j'étais déjà en retard. J'étais nul, je ne parlais pas français. Je ne savais même pas que ça existait des blancs. Quand je suis arrivé, je me cassais derrière les voitures. Et après, j'ai réussi à m'adapter grâce au football. Et en fait, moi, mon nom, c'est Dadja. C'est pas Daouala, c'est Dadja. Mais comme je parlais pas français, je disais Awara, Awara. Et on m'a appelé Dawara. Tu sais, dans les quartiers, c'est vite fait, on donne un surnom. On dit, touche pas ça, c'est un rat, ça donne des maladies. Le mec, on va l'appeler maladie toute sa vie. Parce qu'il va déjà. Nous, c'est comme ça chez nous. On aime bien transformer. Et donc, j'ai réussi à commencer. Moi, j'ai eu du retard. Je suis parti en classe pour apprendre à parler français. Beaucoup de retard. Donc, j'ai enchaîné directement. J'ai été peintre. Donc, je travaille avec un patron. J'ai été peintre, carreleur. J'ai été maçon, donc j'ai vu la difficulté et je vivais dans des quartiers ici qui étaient un peu très, on va dire très difficiles. Donc j'ai vu tout ça et quand j'ai commencé à m'occuper avec les jeunes de mon quartier au gymnase, dans le football, et un jour il y a un petit qui est arrivé, il m'a dit j'aimerais bien faire un morceau. Et quand on sortait du studio, il y avait je perds un peu mes mots, de la salle de sport, il y avait un studio. Et je suis parti là-bas. Et c'est de là, en vérité, que tout a commencé, en fait. Et là, j'ai commencé à faire mes premières cassettes qui s'appelaient Pur Son Ghetto. Et on a commencé à mettre des stratégies dessus. Pur Son Ghetto, ça fait PSG. On a mis avec les couleurs et on vendait main à main. On a commencé à vendre des t-shirts. Donc, marketingement, c'était vraiment... je pense que marketingement, c'est là où on a fait la différence. D'accord, donc là, c'est le début. Pour le coup, tu testes un peu le marché. Tu dis, OK, on va vendre des t-shirts, on va vendre les cassettes. Donc, tu le fais toi-même, sac à dos, tu distribues, etc. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est une rencontre? Est-ce que c'est une action qui t'a permis de passer à ce jeune qui, avec son sac à dos, vend des t-shirts, etc., finalement au grand producteur qu'on connaît tous? Non, moi j'étais quelqu'un, en fait, je faisais très attention à mon entourage. Et tout ce que je faisais attention de ne pas blesser les gens, de ne pas faire du tort aux gens et tout ça. Et un jour, quelqu'un que je respectais beaucoup, un jour il m'a fait du tort, en fait. Et je me suis dit, en vérité, je fais ce que je veux. Et à partir de ce moment-là, je pense que j'ai plus calculé personne. Tout ce que j'avais dans ma tête, je l'ai fait et puis ça a marché après. Après, il y a eu un vrai déclic aussi, c'est vrai. Parce que quand moi je suis arrivé, j'avais du retard. J'avais un ami à moi, lui il avait Bac+5, c'est lui qui faisait mes premiers contrats. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Malheureusement, en 2007, il est décédé, il a eu le cancer. Et moi, je connaissais pas bien en société. Donc ça veut dire que j'étais avec un groupe. Et dès qu'on avait reçu notre première avance, moi je distribuais ça à tout le monde. Je disais, et on n'avait pas mis de côté. Dans le temps, l'année d'après, tu payes les impôts. Et ils sont venus taper à notre porte. Et j'étais tout seul. Et
Là, il fallait rembourser. Et là, c'était compliqué parce que quand tu travailles et que tu touches 1500 € dans le temps et que tu dois rembourser au moins 40 000 €, donc c'est très très dur. C'était soit on fermait la société ou soit j'acceptais de prendre le fardeau sur moi. Et au début, je voulais pas accepter. Mais après, quand j'ai pensé à mon ami qui s'appelait Serima, j'ai dit non, pour Serima, je vais le faire. Et 6 mois après, toute ma vie a changé, tout a explosé. Donc quand j'ai accepté de prendre ce fardeau, bah, ma vie, après 6 mois après, elle a changé. C'est pour ça que derrière, et là, je suis sûr, je sais que derrière la porte de la difficulté, il y a souvent la réussite. Il y a souvent la réussite derrière ça. Il faut accepter, en fait. Exactement. Donc, pour le coup, tu te dis que si tu n'avais pas accepté ou tu avais fui cette responsabilité-là, bah, peut-être pas que tu en serais là. Parce que finalement, ça t'a poussé. Parce que tu dois payer 40 000 €. Tu dis, mince, comment je vais faire pour trouver les 40 000 €? Donc, finalement, tu réfléchis à quelle stratégie je vais mettre en place pour. Et ça t'a motivé à. Et donc, quel était finalement ce petit point, c'est-à-dire que ce petit déclic, qu'est-ce qui a fait que le succès est arrivé? Est-ce que c'est un artiste? Est-ce que c'est une décision? Finalement, c'est à partir de quand qu'on a parlé ouvertement de Watibé? Je pense que c'est plusieurs décisions. C'est-à-dire comment je suis arrivé. Comme je vous ai expliqué, quand je suis arrivé, j'avais moi ma vision d'où j'ai grandi. Ici, c'était le meilleur, on le prend et les autres, on le laisse. Là-bas où j'ai grandi, la mère de famille qui vient, tous les jeunes qui sont dans la cour, bah c'est leurs enfants. Donc ça veut dire que c'est pas le plus fort qu'on prend. On reste toujours unis. Et donc moi, j'avais ce truc-là. C'est-à-dire que quand j'ai pris mon premier groupe de rap, bah, il y en a un ou deux qui sortaient du lot. Et les gens me disaient, mais voilà, mais pourquoi tu prends tout ça là? C'est trop cher. Tu vas perdre trop d'argent. Prends juste un. Mais moi, j'avais une autre vision en disant, non, il faut qu'on reste soudés ensemble. Et on va réussir. Et bah, grâce à ça, bah, y a beaucoup d'artistes qui ont réussi à sortir de ce groupe-là parce qu'on est resté soudés pendant longtemps. D'accord. Donc l'effet de groupe, c'est-à-dire que pour le coup, plus vous êtes, plus il y a des possibilités. Et il y en a qui vont sortir un peu la tête de l'eau. Et donc carrière musicale, production musicale. Et finalement, qu'est-ce que tu retiens de cette aventure-là musicale? Qu'est-ce que tu retiens de tout ça? Si tu dois faire le bilan, on te demande de faire le bilan. Donc, le bilan, déjà le bilan, pour moi, un bilan, tu le fais quand tu es à l'arrêt. Moi, aujourd'hui, je suis quelqu'un. Pourquoi je reviens encore dans le football? Parce que le football, ce qui est pratique, c'est le triangle. Quand tu joues le jeu en triangle, c'est-à-dire que tu arrives. Et c'est comme dans la vie. C'est-à-dire que moi, je faisais de la production. Après, j'ai investi dans le textile. Dans le textile, j'étais dans les éditions. Dans les éditions, j'étais dans le sport. Donc, ce qui fonctionnait bien, c'était la musique. Mais je savais que la musique, tôt ou tard, elle allait finir. À un moment donné, ça allait finir. Donc, autour de ça, c'est pour ça que j'ai investi dans le sport. Parce que, en vérité, je viens du sport. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai ma marque de textile et j'équipe les équipes de clubs, des petits clubs ici. Mais concernant la musique, est-ce qu'aujourd'hui, la musique, finalement, c'est passé en deuxième position, en troisième, quatrième position ou parce que moi, je te vois beaucoup, Watisport, tu as quand même un centre de formation au Mali, tu formes des jeunes, tu accompagnes des professionnels dans leur carrière. Donc, finalement, le sport prend le pas sur la musique. Est-ce que la musique, finalement, on va dire bye-bye Non, on ne peut pas dire bye-bye où on a réussi. Il faut savoir que le foot, la musique, c'est deux vecteurs où il n'y a pas de frontières. La musique, elle reviendra toujours. Aujourd'hui, c'est pas le point fort aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai envie de... C'est un choix en toi que tu as fait, de mettre un peu de côté la musique et de te focaliser sur le sport et sur le Watibé Consulting. D'accord. Donc, tu peux nous expliquer en quoi ça consiste? Donc, tu as une académie? Une académie. J'ai une académie à Bamako donc qui va accompagner les jeunes, avec des formateurs qui vont venir d'Europe pour les conseiller. Ici, on a le Watibé Consulting qui accompagne des jeunes aussi, et qui accompagne des jeunes, mais pas simplement les jeunes, qui accompagne une famille, parce que la plupart des jeunes qui ont du talent, parfois, même souvent, ils sont dans des familles en difficulté, ou on va dire décomposés. C'est-à-dire, quand je dis décomposés, c'est-à-dire ils sont plus ensemble, les parents ne sont plus ensemble. Nous, le but, quand on arrive, c'est d'essayer de faire un projet, mais familial. Ça veut dire que rassembler le père, la mère, les enfants, pour qu'on accompagne le potentiel du joueur pendant X temps. Par exemple, normalement, quand tu prends un jeune qui a à peu près 11-12 ans, c'est peut-être 8 ans d'accompagnement, c'est peut-être 10 ans, donc c'est une patience.
Mais c'est comme dans la musique, hein, parce que dans la musique, quand tu regardes toute la traversée qu'on a fait, c'est à peu près le développement de chaque artiste, que ce soit 4 queues, que ce soit section d'assaut, c'est des 8 ans à peu près qu'on va arriver vraiment. Donc voilà, c'est ces accompagnements-là, parce qu'on sait que la force aujourd'hui d'un joueur, c'est la famille. La famille, quand il voit sa famille, bah, tout se passe bien, dans sa tête, ça se passe bien, donc le développement, il est plus facile. Voilà. Et moi, comme j'étais dans ce cas-là, quand j'étais jeune, je suis arrivé. Malheureusement, j'avais pas de personnes pour m'accompagner. Donc, je pense que j'ai pris conscience par rapport à ça, par rapport à l'accompagnement consulting, OTB Consulting. Bien sûr. Alors, toi, tu es un amoureux du continent africain, donc c'est incroyable. C'est-à-dire que même si tu cartonnais en France, tu avais quand même un pied en Afrique et notamment au Mali. Donc, ta carrière, tu l'as faite sur le double espace. Et comment dire et tu as même importé l'Afrique. C'est-à-dire que quand il y avait des problèmes au Mali, tu t'es dit, OK, le Mali aujourd'hui, il est mal vu, on rit du Mali, etc. Eh bien, moi, je vais changer les choses. J'ai décidé je vais créer un événement qui va rassembler, mais pas un petit événement, pas dans une salle municipale. Tu te dis, moi, je vais prendre Bercy et je vais ramener tous les meilleurs artistes et vous allez voir c'est quoi l'Afrique et c'est quoi le Mali. Et j'insiste, hein, c'est quoi le Mali, mais c'était le Mali qui a accueilli l'Afrique. Parce que finalement, tu as réuni toute l'Afrique à 2 reprises. Il faut savoir que c'était une première, c'est-à-dire qu'en Europe, aucune communauté avait organisé un événement de ce type. Tu étais le premier. Oui, il y a déjà eu la Nuit d'Afrique, mais c'est au Stade de France. C'est vrai que là, c'était important pour moi en tant que jeune Malien de pouvoir faire quelque chose, parce que c'est vrai que les images qu'on voyait, c'était pas celles que je connaissais de mon pays et des Maliens. On est un pays où on accueille, où voilà, c'est la joie. Et là, ce qu'on voyait, c'était un peu dur pour moi. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer de trouver, depuis le début, de toute façon, c'était ça que j'avais. Mais un jour, je partais à Bamako et on m'a parlé de cette idée-là et je me suis dit, pourquoi pas faire ce concert-là, mais pas que le concert. Autour du concert, pendant les 1 an, faire venir les parents, mettre les produits, parce que tous les 3 mois, on faisait des événements pour mettre les produits, les femmes en avant, les produits maliens en avant, tout ce qui représentait le Mali. Et donc, pour moi, peut-être c'est l'un de mes plus beaux projets dans le cœur, parce que c'est vrai que j'ai eu beaucoup de réussite. Mais là, faire avancer un pays, mettre en avant, mettre tout ça, pour moi, ça m'a touché. C'est pour ça que c'était vraiment bien pensé, c'est-à-dire que pendant 1 an, donc je me rappelle, on a même été au Conseil régional d'Île-de-France, on a été reçus par des officiels, donc les gens ont pu pitcher leurs projets, il y a eu beaucoup de networking, il y a eu beaucoup d'expositions de produits made in Africa, donc c'était vraiment un projet qui a été pensé dans la durée et non juste la fête. Et donc, mais ça s'est terminé par la fête, donc tu as fait 2 éditions. Et ensuite, on verra si. Je ne vais pas te demander s'il y aura une 3e édition. Pour le coup, moi, je l'ai présenté, donc je suis fière. Hein, c'est grâce à lui que j'ai fait Bercy à 2 reprises. Donc c'est pour ça qu'on se connaît bien. Et voilà. Après, forcément, quand on parle de l'Afrique, quand on parle de mettre en avant le continent africain, dans tout ce qu'il y a de beau sur le continent africain, on parle aussi entrepreneuriat. C'est-à-dire que toi, tu promeus cet entrepreneuriat du continent africain à travers tes actes. C'est-à-dire que tu fais beaucoup d'allers-retours entre la France et l'Afrique, tu écoutes donc les gens qui ont éventuellement des projets, tu conseilles via tes différentes activités. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux dire à ces personnes-là qui souhaitent investir sur le continent africain? Allez-y, n'ayez pas peur malgré les difficultés, ou au contraire, faites attention. Qu'est-ce que tu peux dire, par exemple, aux RIPAT qui sont là, qui ont pour objectif d'investir sur le continent africain, ou même de s'y installer? S'y installer, c'est magnifique. Il faut aller là-bas. Après, maintenant, pour l'investissement, je pense que je parlerai plus au pays de trouver aujourd'hui des personnes qui accompagnent la diaspora pour faciliter. Parce que le vrai problème qu'on va avoir, c'est pas l'investissement, c'est pour faciliter sur les papiers, pour pas avoir des doubles contrats. Donc je pense que c'est plus. Mais maintenant, bien sûr, il faut investir. Aujourd'hui, l'Afrique, c'est demain. Donc il faut investir là-bas. C'est important. Et je pense que tout le monde voit de toute façon qu'il faut aller là-bas. Après maintenant, de dire investir si vous ne connaissez pas, non, il faut investir intelligemment, soit par des personnes qui sont déjà investies ou qui sont déjà sur place. Même ça peut être un peu risqué, mais je ne sais pas quoi dire en vérité. C'est compliqué. J'ai envie de leur dire investissez, mais parce que moi-même en vérité, j'ai commencé par là, mais après, la valeur d'un homme, c'est regarder combien de fois il s'est levé. Depuis plus de 10 ans, j'ai eu beaucoup de problèmes, c'est vrai, mais à la fin de compte, je sais que les investissements que je vais faire là-bas, même si j'ai perdu, je vais gagner demain.
Donc il faut investir là-bas, mais il faut le faire intelligemment. Aujourd'hui, c'est au pays en fait là-bas de mettre, comme je dis, des personnes viables, fiables, pour pouvoir faciliter l'accès. Si on arrive à faire ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont venir chez nous. Et donc, toi, comment tu fais pour gérer tes activités? Tu vis en France, tu as trouvé des... bien... Moi, la chance que j'ai, franchement, la chance que j'ai, c'est que j'ai des cousins, ils venaient ici quand ils étaient tout petits. Donc moi, je les accompagnais dans les écoles, dans les universités. Donc moi, je les apprenais déjà. Et donc après, ils sont retournés là-bas, ils travaillent sur place. Donc il y a un lien. Et je suis directement, par exemple, la personne à qui je travaille, sa mère, c'est la sœur de ma mère. Donc automatiquement, tu as moins de problèmes. Quand tu as vraiment ce truc-là, et même malgré ça, il peut y avoir des problèmes, mais il faut qu'ils ont un peu peur, tu vois. D'accord. Et est-ce qu'il y a une actualité? Est-ce que tu souhaites peut-être nous faire part de quelque chose d'exceptionnel qui va se passer, ou t'as pas un petit truc qu'on pourrait, un petit buzz, quelque chose là? On est à huis clos, donc... Non, moi, mon souhait, c'est quoi? C'est qu'en vérité, comme tu as dit, parce que c'était, voilà, il y avait des vrais problèmes au Mali, donc pour moi, c'était important de faire la nuit du Mali pour mettre le Mali en avant et tout ça. Mais comme tu l'as si bien dit, en fait, c'était la nuit de l'Afrique en réalité. Donc mon souhait, c'est que dans les 2 prochaines années qui viennent, c'est de faire la même chose en plus grand et faire la nuit de l'Afrique avec tout le monde uni. Donc c'est le but en vérité. D'accord. Et pour le coup, tes investissements, ils sont que basés au Mali, ou pour le coup, tu essayes de... je t'ai vu durant la CAN, tu étais à Abidjan, ça avait l'air d'être bien. Moi, je lui ai envoyé des messages. C'était bien, c'était quand bien. je t'envoyais des messages, je disais, ouais, comment ça se passe avec les Maliens? Il me disait, mais non, c'était bien, c'était une belle CAN, je suis content. Bon, un peu déçu, mais je suis content. Et de toute façon, tu sais, quand tu es malien, des investissements, tu vas regarder quoi? Tu vas regarder au Sénégal, au Côte d'Ivoire, c'est à 1 heure. La chance qu'on a, nous, c'est qu'on a 1 heure de tout. Donc 1h30 de tout en avion. Donc le jour où ça va commencer à avancer, je pense que ça va être vraiment voilà, le poumon de l'Afrique de l'Ouest. D'accord. Et si tu devais dire à ces personnes ici présentes, dans quel secteur éventuellement investir, ça serait quoi? C'est-à-dire que... ça dépend sur le long terme. Ouais. Sur le long terme, si tu veux pas prendre de risques, aujourd'hui, il y en a qui investissent dans tout ce qui est élevage. Élevage, je pense que là, aujourd'hui, ça fonctionne bien. Mais ils m'ont dit, il faut faire très attention parce que une poule malade, ça peut contaminer tout et tu peux tout tuer. Donc, il y a ça. Tout ce qui est bâtiment aussi, je pense que c'est fiable. Après, il y a plein d'autres trucs. Hein. Moi, je suis pas, comme j'ai dit, je vais pas. Peut-être là, il y en a qui ont fait des bacs plus quoi. Maintenant, les ordinateurs, ça, ils vont plus vite. Hein. Il y en a, c'est des influenceurs, ils touchent plus que nous. Hein. Tu vois? Non, je pense que pour moi, je pense que je vois plus dans l'agriculture, tout ce qui est immeuble, sport, ce que je sais faire, quoi. C'est mon domaine. Après, il y a d'autres domaines où l'Afrique est vraiment en avance. Tout ce qui est électronique, je pense que ça fonctionne bien. Il y a plein de développements, il y a plein de choses à faire en vérité. D'accord. Et toi, tu te verrais t'installer sur le continent africain? Non, moi, je suis obligé. Je suis obligé. C'est pas une question de truc. Avec la vie que j'ai vécue, la vie de mes parents, comme ils sont plus là. Aujourd'hui, ils sont enterrés à Faladje, au Mali. C'est pour ça que moi, le Mali, c'est toute ma vie, tu vois. Je suis obligé d'aller là-bas. Je ne peux pas rester 3-4 mois sans aller là-bas, voir mes parents, aller voir là-bas ce qu'il y a. J'ai une association, ça fait plus de 15 ans que j'ai une association avec plus de 1000 jeunes, tu vois. Pour moi, c'est important parce que moi, je me vois en ces jeunes-là, quand j'étais petit, j'étais là-bas, je sais que quand il y a quelqu'un qui arrive et qui te donne un t-shirt, tu le gardes pendant 2 ans, c'est énorme, c'est super énorme. Et pour moi, voilà, c'est mon plaisir. Faire plaisir, c'est mon plaisir. Et je pense que moi, ma réussite, ça a été beaucoup grâce à ça. C'est vrai que j'ai beaucoup donné, parce qu'on m'a beaucoup donné aussi. Et je pense qu'aussi, ma réussite, et pourquoi je suis resté au-dessus longtemps, c'est que autour de moi, j'ai su garder les personnes qui m'ont aidé à être qui je suis. Parce qu'en vérité, là, c'est vrai qu'on parle de Dawana, on parle de production musicale, on parle de sport, on parle de trucs. Mais derrière moi, il y a beaucoup de gens. Et la force de ça,
c'est que la plupart des gens, c'est qu'à un moment donné, quand ça commence à briller, tout le monde veut être devant. Et ça, c'est un défaut. Donc, il y a des conflits d'intérêts, il y a tout ça. Moi, la chance que j'ai, c'est que autour de moi, depuis le début, j'ai toujours une équipe. Malgré, parce que peut-être, là, vous voyez, peut-être j'ai pas peut-être un bon caractère quand on est toujours avec moi. Tu sais, je sais que je peux être un peu chiant. C'est-à-dire chiant, tu sais, quand il y a des petits détails, je suis chiant dessus. Non, moi, je veux pas ça. Pourquoi tu as fait ça? Non, non, t'es chiant. Mais les gens m'aiment bien, ceux qui travaillent avec moi depuis toutes ces années. Et je pense que c'est aussi beaucoup grâce à eux que je suis là. Encore une fois, tu rappelles la force du groupe, bien s'entourer. C'est ça qui fait la réussite finalement d'une personne. Bien s'entourer, c'est compliqué. Mais apprendre les coups ou tous les problèmes que tu as eus, c'est important. Parce que tu ne pourras jamais arriver et dire je vais être bien entouré. Tout le monde essaie d'être bien entouré. Mais à un moment donné, on est des humains. Donc dans les humains, il y a des mauvaises informations, il y a des caractères qui sortent parce que voilà, il y a un changement. C'est comme ça, tu ne peux pas être bien entouré. C'est comme au début, quand tu commences quelque chose, un projet, il n'y a pas d'argent. Tout fonctionne bien. À un moment donné, quand il y a une réussite, il y a un problème. Mais c'est l'humain. Les gens ils vont dire X, Y, Z. C'est l'humain, il n'y a pas de calcul à faire. Tu vas avoir des problèmes. Regarde tous les problèmes que tu as eu avant quand il y a la réussite. Prends des notes et fais attention à la prochaine. Mais pour le coup, est-ce que ça vaut le coup finalement? Parce qu'effectivement... Bien sûr, ça vaut le coup. Ça vaut quand même le coup. Quelqu'un qui vient de Neuro, qui n'est pas parti à l'école, qui arrive à aider autant de monde, à faire ce qu'il veut, à élever ses enfants, à subir aux besoins de ses parents, mais c'est énorme. Tu vois, c'est énorme. Non, pour moi, c'est énorme. Bien sûr, ça vaut le coup. C'est dur, c'est pas facile. Franchement, c'est dur, c'est pas facile. Je pense qu'il y a beaucoup de gens. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient être à la place des gens qui réussissent, mais tu rentres dans le corps de celui qui a réussi, tu vois tout ce qu'il a vu. Peut-être il y en a qui vont même sortir 10 minutes, ils vont sortir du corps. Laisse-moi tranquille, je vais m'asseoir là-bas, c'est mieux. Non, mais c'est important. Allez, dernière question, après on va donner la parole au public. Alors, si je dis Daouala en 3 mots, tu dirais quoi? Mais moi, j'aime pas me définir. Ah non, mais c'est important de savoir se définir. Daouala en 3 mots. En 3 mots, tu dirais quoi? C'est quoi? Mali. Mali, 1, 2. Non, musique. Foot, Mali, foot. Généreux. Allez, wow. Comme ça, c'est pas moi qui l'ai dit. Merci beaucoup, Daouala, c'était un plaisir. Non, c'est moi. On va laisser la parole au public. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut faire passer le micro? On va prendre quelques questions rapidement. Voilà, je te connais un petit peu, mais néanmoins, j'ai une question. Tu parles souvent de tes débuts, et c'est ce qui a construit ce que tu es aujourd'hui. Tu as grandi dans une famille modeste, dans un milieu très modeste, dans une certaine pauvreté, on peut le dire. Par contre, tu es aussi l'une des figures noires qui a explosé ces dernières années. Tu es un modèle pour nombre d'entre nous aujourd'hui. Comment tu as vécu du coup, cette transition? Tu as eu 2 vies, finalement, une vie très modeste, une vie pleine de succès. Et comment tu as vécu cette transition de la pauvreté à la richesse? Je t'ai dit, ça allait être un peu... Non, mais en fait, tu sais, moi, je dis non, moi, à chaque fois, je suis soninké, mais en fait, nous, on est des peuls qui sont devenus soninké. C'est-à-dire que je suis toujours... Non, même les gens, tu sais quoi, quand on allait en concert et quand ça a explosé, les gens ils disaient, il est où le boss? Il est où? Il a dit, c'est lui qui a les cartons là-bas, là. Celui qui porte. Il a dit, c'est lui qui fait tout ça, là. Il a dit, c'est lui. Et le mec, il me voit, il me dit, oui, mais attends, c'est toi le boss? On me dit, c'est toi le boss. Je dis, il n'y a pas de boss ici. C'est quoi? Il m'a dit, pourquoi tu portes des cartons? J'ai dit, quand on va tomber, moi, je vais porter mes cartons. Toi, tu vas être où? Laissez-moi tranquille. Non, c'est-à-dire que moi, dans ma tête, je ne me dis pas, je suis arrivé à un certain niveau. Je dis, quand j'arrive quelque part, je dis, Dieu merci. C'est-à-dire que dans ma tête, j'ai réussi à avoir ça. En vérité, dans ma tête, je me dis, je ne serai jamais riche si les gens autour de moi, mes proches, ils ne sont pas riches. Parce que de toute manière, je n'ai pas décidé, mais je me suis mis à la lumière. Donc, dès qu'il y a un problème, dans le village, il n'y a qu'une pharmacie, c'est moi. Et je sais comment ça va, tous les problèmes des gens. Je ne peux pas me dire que je suis riche en vérité. C'est-à-dire que je peux me dire, oui, j'ai de la chance, j'ai réussi à acheter une maison. J'ai de la chance, j'arrive à nourrir mes enfants. J'ai de la chance, j'arrive à faire des projets que j'aime. J'ai de la chance, je ne suis plus plombier, je ne suis plus maçon à 7h du matin, à aller creuser avec -5 le ciment qui est dur. Tu sais, je peux dire merci, tout ça. Et voilà, je n'ai pas les mains. Mon père, il a fait toute sa vie, il a ramassé des poubelles ici, il a fait ça, moi j'ai fait. Et je me dis, Dieu merci, mais je me dis, du jour au lendemain, je peux tomber. J'ai vu des gens qui avaient beaucoup d'argent, mais ils sont tombés. Donc dans ma tête à moi, je suis tellement en train de me dire, il faut toujours un coussin. Et c'est ça que j'ai à tout le monde. Hein. Je dis, ouais, il faut foncer, mais mettez quand même un coussin. Parce que quand ça ne fonctionne pas, ça va tomber. Donc en vérité, je n'ai pas encore savouré
au jour d'aujourd'hui, j'ai pas encore savouré, comme tu dis, cette richesse. C'est-à-dire, je suis au Mali, je suis ici, j'ai pas fait le tour du monde. C'est-à-dire que même là, pour dire, dans ma tête, quand je prends quelque chose, je me dis, avec ça, il faut que je gagne ça. Tu vois, dans ma tête. Donc, dans ma tête, non, je me dis pas, je suis riche, en vérité. J'ai les moyens, mais je me dis pas, je suis riche. Parce que j'ai eu beaucoup de gens qui disent, je suis riche, ils ont montré, ils sont retrouvés à terre. Voilà. Bonsoir Dawala. Bonsoir. Alors déjà, moi, je vous félicite parce qu'en fait, je découvre votre profil qui est hyper inspirant parce qu'en fait, pour moi, c'est un profil type en fait d'un immigré ou bien d'un vrai Africain. Voilà. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, vous êtes parti de loin. Vous avez cheminé, vous avez créé des choses, vous aidez les gens. Et pour moi, en fait, c'est cette idée d'entraide entre Africains qu'on doit avoir. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai intégré Repat Africa. Et donc, pour ça, vraiment, je vous félicite. Merci. Par contre, moi, la question que je vous pose, c'est j'ai découvert la section d'assaut avec l'album Apogée. Moi, je veux savoir quand est-ce qu'ils reviennent. Ah bah tiens, dans tout ça, en vérité, comme j'ai dit, j'aurais fait un livre, j'aurais pu faire une série, mais comme j'ai pas fini, je le ferai peut-être à la fin de ma carrière. Si Dieu veut, là c'est en off, faudra pas mettre. On a l'exclusivité, Je savais qu'il y avait une exclusivité. Bonsoir Dawala. Bonsoir. Je me permets de te tutoyer du coup. Pas de problème. Ma question c'est pour toi qui as vécu sur les 2 continents et qui je pense te sens très ancré côté africain, comment tu as appréhendé les choses par rapport à tes enfants? Est-ce que tu te dis, peu importe où ils vont, est-ce que c'est important qu'ils aient cet ancrage-là à l'Afrique et au Mali comme tu l'as? Ou tu te dis non, peut-être qu'ils sont plutôt en France ou en Occident et c'est peut-être mieux. Comment tu jongles entre la crainte de la sécurité et les protéger? Non, c'est vrai, c'est une très très belle question. Parfois je m'arrête dans ma tête et je me dis putain, j'ai peur. J'ai peur parce qu'en fait on montre beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on montre qu'on est chez nous, qu'il n'y a pas de problème, mais en fait, il y a toujours un danger, que ce soit en France, partout, il y a un danger quand tu es noir, on va pas se mentir. Moi, la France, ça m'a tout donné. Je ne peux pas cracher sur la France, je ne cracherai jamais sur la France. Mais en étant réel, quand tu fais un enfant ici, avec tous les problèmes, quand il commence à grandir, surtout maintenant, l'éducation qu'ils ont et tout ça, moi, je dis, Dieu merci, ils n'ont pas grandi, vous avez grandi dans le 19e, dans le 18e. J'ai réussi à les faire grandir dans des quartiers un peu, on va dire, stables. Mais c'est vrai que j'ai peur. Je ne vais pas te mentir, j'ai peur. Que ça soit en Afrique, parce qu'à un moment donné, moi, j'ai eu cette rage de vouloir réussir, cette rage de vaincre, parce que j'ai vécu avec, comme on dit, avec les cafards et les rats. J'ai grandi dans le 18e, où je faisais la manche avec ma mère, tu vois, et en cachette. Donc j'ai vécu beaucoup de choses dans ma tête. Et eux, ils n'ont pas vécu ça. Donc même si demain on leur donnait tout ce qu'on doit leur donner, je ne pense pas qu'ils auront ce réflexe-là que j'ai aujourd'hui, de se dire demain tout peut s'arrêter. Tu vois. Donc la peur, je l'ai cette peur-là, parce que je me dis, oh, qu'est-ce que je pourrais faire quand demain je ne vais pas être là? Comment ils vont faire mes enfants? Ça va être compliqué. Donc j'essaie de les éduquer. J'essaie de faire travailler là avec ma fille, je la ramène avec moi, on ramasse les cartons, je compte les t-shirts avec elle pour lui faire comprendre les choses. Mais même là, quand je parle avec elle, c'est en vérité, c'est ma copine. Elle me dit, qu'est-ce que tu me racontes là? Je dis, calme-toi. Là, quand il y a un patron qui est là, écoute, regarde déjà les défauts et tout ça. Donc j'essaie de la ramener dans le monde, mais elles sont les enfants, ils sont dans un autre truc, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas attentifs au danger. Et en vérité, pour moi, c'est dur ce que je vais dire. On est en danger. C'est-à-dire que du jour au lendemain, demain, il y a quelqu'un qui peut prendre un de tes enfants parce qu'ils sont habillés, ils vont lui tirer dessus parce qu'ils vont dire que, ah non, et ça, aujourd'hui, on ne peut rien faire. Donc cette peur-là, en tant que père de famille, je l'aurai toujours. Mais pourtant, je sais qu'ils sont bien éduqués, mais malheureusement, c'est des enfants qui peuvent suivre d'autres enfants, qui peuvent être à côté, parce qu'aujourd'hui, les gens, ils suivent, les petits, ils suivent, ils font des risques, ils se mettent sur le côté. Ah, moi, je ne suis pas là, je regardais. Mais en vérité,
tu vas en même temps, tu prends la même chose. Tu vois. Donc, ce risque-là, je l'aurai toujours, de toute façon. Et tous les enfants ici, hein, on voit les manifestations, on voit les trucs antiracistes encore, on est en 2024. Donc, ce risque-là, cette peur, je pense qu'on l'aura toujours. Bonjour Dawala, merci pour... Bon, c'est la dernière. J'aurais dit les autres, ils disent chacun à quel moment ils t'ont connu dans ta carrière. Moi, je t'ai découvert à PSG 2, 2005, je crois. Et du coup, je te félicite déjà pour... 2002. 2002. Ouais, parce qu'on a fait le premier en 2000, on a commencé en 99, on l'a sorti en 2000, le deuxième en 2002. D'accord, ouais. Bah, moi j'étais encore petit. Je pense que c'est à ce moment-là où je l'ai découvert. Moi, c'est une question plutôt orientée business, management, mindset. La demoiselle à côté de moi, elle a posé la question par rapport à la richesse et l'évolution. Moi, c'est par rapport à l'évolution du mindset. L'entrepreneuriat, c'est un marathon. Il y a des athlètes aussi à côté de moi que je dédicace. Quand tu es dans une course sur le long terme, il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des hauts, il y a des bas dans le succès, mais il y a des hauts et des bas aussi dans la tête. Et comment toi, déjà, qui arrive à rebondir comme ça, tu arrives à te remobiliser, parce que des fois, ça marche, mais tu penses que ça peut aller plus fort. Et du coup, comment tu arrives à accélérer? Et surtout, dans tes équipes, parce que des fois, toi, tu as ta vision, donc tu veux aller tout droit, mais des fois, ça ne suit pas forcément dans les équipes. Et qu'est-ce que tu mets en place des fois pour remobiliser C'est une très bonne question. Quand ça ne va pas, par exemple, des fois, je vois que ça ralentit, je vais moi-même au charbon. Hein. C'est-à-dire, moi, j'ai la chance, je regarde, mais quand ça ne va pas, des fois, je vais au charbon moi-même, je le fais pour leur expliquer que là, ça ne va pas, il faut aller. Après, oui, il y a des hauts et des bas. Et j'ai la chance, moi, dans le milieu où j'étais, j'ai pris beaucoup de claques, donc je savais quand il allait y avoir les bas. Et je prévenais toujours tout le monde, je leur disais, les gars, prenez une gourde. Là, il y a la traversée du désert. Donc pendant 4 ans, tout le monde va manger du tiga, tout le monde va truc. Et voilà. Après, la chance que j'ai, c'est que comme j'ai de l'expérience, j'arrive à anticiper des choses que peut-être il y a 10 ans, 15 ans, j'aurais pas pu anticiper. Et c'est comme là, le changement entre la musique, le sport, le textile, j'ai réussi à anticiper. Voilà, je pense que c'est l'anticipation en fait. Merci beaucoup, Dawala. J'espère que vous avez apprécié cette interview. En tout cas, il nous a donné beaucoup d'informations à tous les niveaux. Homme d'affaires, père de famille, humain, tout simplement, panafricain, c'est important de le dire. Et tout simplement l'homme qu'on aime avec sa générosité qu'on connaît tous. Merci beaucoup, Dawala. Merci pour l'invitation. Donc, quoi qu'il en soit, tu vas rester avec nous parce que la partie pitch va démarrer. Donc, tu vas t'asseoir à côté de mon cher Rui Mendes da Silva, donc, qui a créé la première voiture électrique du continent africain. Félicitations. C'est sympa, hein? On va rouler maintenant, c'est bon. En plus, t'aimes bien les voitures, donc ok, je t'en prie, Dawala. On peut l'applaudir, s'il vous plaît, chaleureusement. Dawala Badiri Diakité est avec nous ce soir.